Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Ça tourne, une émission dans laquelle le monde de l'image sera mis à l'honneur. J'espère que vous êtes bien installés car voici le programme de votre soirée. Cette semaine, au box-office, les blagues de Toto 2, la suite de la comédie familiale qui avait connu un franc succès en 2020, est enfin de retour dans les salles obscures. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Toto revient en force avec de nouvelles blagues encore plus délirantes. 17 prix et aides ont été attribués par les membres du jury lors du Festival du cinéma de la foi qui s'est clôturé le mois dernier. Parmi eux, le prix du jury Movielis, un concours qui récompense les très courts métrages. Cette année, il a été décerné au réalisateur calédonien Jimmy Janet pour son court-métrage L'homme qui sourit. On en parle avec lui ce soir dans votre émission. Enfin, avec Mathieu, nous partons sur les traces de 3 super-héros de la médecine qui redonnent espoir à des millions de patients atteints de maladies cardiovasculaires. Que de belles choses à découvrir ce soir dans votre émission. Alors, comme chaque mardi, je vous ai préparé une sélection de films à les voir au cinéma que je vous propose de découvrir tout de suite dans votre chronique à l'affiche. Et on commence avec le film Les blagues de Toto 2. Et oui, il est de retour. Il part avec sa classe quelques jours à la campagne pour une classe verte. Et vous vous doutez bien qu'il en a prévu des bêtises. Sa maîtresse et les adultes de manière générale n'ont qu'à bien se tenir. On regarde tout de suite la bande-annonce. T'es convoqué à l'école avec papa. T'as encore fait une bêtise? Ah bah non, c'est une classe verte. Quelques jours dans une ferme écologique, ça fera un bien fou aux élèves et à Toto particulièrement. Eh bien, écoutez, allez mettre vos shorts et votre anti-moustique et c'est parti, hein? Ça va bien se passer. Trop bon. Toto! Bataille de chaussettes qui puent. Bienvenue à Courcieux. Voici donc le corps de la ferme. Et elle est où la tête? C'est là. Là, c'est la basse-cour. Ici, c'est le potager. Où pousse le potage? Il est toujours comme ça ou il est un peu... Je sais pas. Jérôme, t'es venu pour espionner ton fils? J'avais envie de prendre l'air. T'es là toi aussi, je te signale? Moi, je lui fais mais parfaitement confiance. Bonjour Madame la maire. Levez-vous les enfants, nous accueillons madame la mère. Oui, bonjour. C'est leur Toto, là. Il a l'œil fourbe. 2 fois plus de blagues. 2 fois plus d'aventures. On raconte que dans ce château habite un terrible fantôme. Ah ça j'aime bien. Un fantôme, un château hanté, c'est marrant. 2 fois plus de Toto. Votre fils quand même. Ah ouais. Les blagues de Toto 2. Une comédie à aller voir absolument en famille. Enfin, après 5 ans d'attente, le film En eau trouble 2 sort enfin dans les salles obscures, avec le talentueux bien sûr Jason Statham. Ce dernier est en pleine exploration des profondeurs avec une équipe de chercheurs, mais à cause d'une opération d'extraction minière illégale, leur mission va être mise en péril. Ils seront confrontés à d'immenses mégalodons et bien d'autres créatures tout droit sorties des abysses. On regarde la bande-annonce. Jonas, on a besoin de toi. On détecte une suractivité aquatique à 8000 mètres de profondeur dans la fosse. C'est un écosystème ancien et inexploré. Ce qui se trouve là au fond tente de remonter à la surface. C'était une mauvaise idée. Toute petite. Jonas, on a de la compagnie. C'est le plus gros meg que j'ai jamais vu. Le plus gros meg que quiconque a jamais vu. C'est le super prédateur. Tout le monde rentre à la station! Vous allez y arriver! Avancez! 3 énormes megs et Dieu sait quoi d'autre se sont échappés des abysses. J'espère que ça sera pas comme la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Mieux vaut pas le savoir. On n'avait jamais vu ça. Ils chassent en meute.
vous détendre. Cette station, elle est anti-Meg. En fait, c'est ce que Jonas avait toujours redouté, mais je pensais... Descends! Jason Statham, en tout cas, il assure. Donc, si vous aimez les films d'action, ce film vous plaira. Donc, ils sont bien sûr à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Alors, ce soir, nous avons la chance de recevoir le réalisateur Jimmy Janet, qui a remporté cette année, lors du Festival du cinéma de la foi, le prix du jury Movielis pour son court-métrage L'homme qui sourit. On le retrouve tout de suite dans votre chronique Gros Plan. Jimmy, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Merci à toi d'être avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité. Alors, ça va faire plus de 30 ans que je dirais que tu baignes dans ce milieu, dans le métier, tu connais très bien le métier de réalisateur. Alors, on peut dire que tu as essentiellement fait tes armes au pays. Alors, tu as réalisé des courts-métrages comme Loup Brou, qui a remporté 2 prix au Festival du cinéma de la foi en 2021, donc des prix d'interprétation. Des films aussi comme Il n'y a pas de présent sans passé, un film réalisé pour le Cri du Cagou dans le cadre donc d'une résidence organisée au Centre culturel Chibaou en 2009, ou encore donc des documentaires comme Sur la route de la pièce de 10 francs, un film tourné pendant la préparation du 4e Festival des arts mélanésiens qui a lieu en 2010 en Nouvelle-Calédonie. Et donc là, tu as suivi Jean-Philippe Chibaou. Ou encore Ceci n'est plus un fromage, donc un documentaire dans lequel tu vas partir à la recherche de tes origines. Alors bien sûr, la liste est longue, je ne pouvais pas tout citer ce que tu as fait, mais en tout cas, que de chemin Jimmy parcouru jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir réalisateur? Quel a été ton parcours? Alors, j'ai eu un déclic quand j'étais enfant. Je peux te raconter cette anecdote. Bien sûr. C'est les premières années de ma vie, je les ai passées à Paris. Et j'allais dans une école de 3e arrondissement, une école expérimentale où il y avait beaucoup de fils d'artistes. Et notamment, il y avait dans la classe de mon petit frère le fils de Jean-Louis Trintignant et de Nadine Trintignant. Alors, avec mon petit frère, on allait tous les week-ends pendant une petite période chez... il s'appelait Vincent, le fils. Et un jour, Nadine Trintignant, la maman, elle nous a emmenés au cinéma voir La Chèvre avec Pierre Richard. Et elle m'a demandé... il y a un réalisateur qui cherche un enfant pour tourner dans un film, un rôle où il donne une barre de chocolat à un soldat blessé. Et est-ce que tu veux jouer? Et c'était le moment où on allait partir en Calédonie en début 82. Et donc j'ai jamais pu jouer ce rôle. Mais quand on était à Nouméa avec ma famille, je regardais souvent la télé pour essayer de voir s'il y avait un film qui montrait cette scène. Et du coup, j'ai commencé à regarder beaucoup de films comme ça. Et c'était les années 80, et petit à petit, j'ai intégré, à force de regarder des films, j'ai intégré le Sci-Fi Club en 1986, et j'ai fait des courts-métrages avec des amis. J'ai intégré le groupe Edison de Polka Dupré en 87, et en 89, la section audiovisuelle du lycée Lapérouse venait de s'ouvrir, et j'ai intégré le lycée Lapérouse avec Marie-Paul Verret, qui était professeur, et qui je fais un gros bisou au passage. C'est comme ça, en fait, que tu as commencé à faire de la réalisation. J'ai tourné, déjà en 86, je tournais beaucoup de courts-métrages avec des amis. Alors, soit j'étais derrière la caméra, soit j'étais devant. Je jouais une momie, un loup-garou, un serial killer, que des monstres, parce que c'était un peu l'ambiance des années 80, des vidéoclubs des années 80. Oui, le Sci-Fi Club, c'est tout ce qui est science-fiction. Voilà, et fantastique horreur. Et justement, en fait, donc ce soir, nous, on te reçoit parce que tu as remporté le prix Movielis au Festival du cinéma de la foi, un prix qui récompense les très courts métrages réalisés avec un smartphone. Cette année, le thème du concours donc, était le masque. Alors, je te propose, Jamie, et je vous propose à vous à la maison qu'on regarde un court extrait et puis on en parle juste après.
je vieillis avec un secret. Après des prises répétées de drogue, j'ai été déclaré malade à l'âge de 20 ans. Si tu me connais, tu m'as souvent vu sourire ou rire, mais c'est pour ne pas souffrir. Parce que la souffrance est un gouffre sans fond qui, si elle est trop répétée, arrive à me désocialiser complètement. Alors Jimmy, parlons un peu de ce court-métrage. Comment s'est passée la réalisation, ta source d'inspiration? Alors, j'ai 2 films comme source d'inspiration. Un film qui s'appelle justement Le Masque, un film hollandais de Johan van der Keuken, qui montre un SDF qui vit dans la rue, qui se lave dans la rue, qui mange dans la rue, qui dort dans la rue, et qui cherche finalement tous les jours du travail. Et en fait, il est obligé de cacher sa souffrance d'être désocialisé en ayant un masque enfin, il est obligé de paraître normal à chaque fois qu'il va à un entretien d'embauche. Et je me suis aussi inspiré d'un film allemand qui s'appelle Angst, une histoire de serial killer avec une voix de serial killer en voix off tout le long. Et du coup, moi, j'ai fait un très court de 2 minutes avec le rapport à la souffrance et le fait de masquer la souffrance. Alors j'ai essayé de faire du second degré dans ce concours pour me démarquer, quoi. Ça a payé en tout cas. Pardon ? Ça a payé vu que tu as remporté le prix. Oui, j'ai eu de la chance. Et ça a été filmé au smartphone en plus. Oui. Donc ça va, tu... J'ai pas l'habitude, c'était un peu nouveau pour moi de filmer avec un smartphone. En tout cas, le résultat est top, hein. Ah, merci. Alors justement, Jimmy, ça fait plus de 30 ans que tu es dans ce milieu, tu réalises des films. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier, en fait? Qu'est-ce qui t'anime? C'est d'aller vers les gens, de les filmer, de voir... de traiter de sujets qui m'intéressent, qui sont... Je traite pas forcément de sujets d'actualité dans mes films et... ce ne sont pas des films qui sont forcément diffusés à la télé, je les envoie plutôt dans des festivals. Ce que j'aime, c'est un peu l'aventure. On tournait en brousse. Oui, là on voit, c'est le Ciné Brousse, un documentaire. J'ai tourné à Paris, à Verdun, pour un Canac à Paris. Voilà, ça permet de voyager un peu aussi. Tu parles aussi de sujets personnels? Oui, dans Ceci n'est plus un fromage. Et il est inscrit un petit peu dans la période de l'accord de Nouméa où la citoyenneté posait beaucoup de questions. Donc moi, du coup, je me suis posé les questions de mes propres racines, puisque je suis parti enfant de métropole pour venir ici. Et finalement, j'ai jamais connu ma famille. Donc ils sont morts entre-temps, le temps que je vieillisse. Donc je me suis posé la question de comment les retrouver, alors qu'ils ne sont plus là. Et un fromager m'a proposé de me faire goûter des fromages des régions d'où viennent les différents membres de ma famille, oui. C'est une sacrée expérience, hein? Oui, alors c'est un documentaire... c'est du cinéma d'auteur, ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire. Donc, tu en as fait des choses en 30 ans. C'est quoi la suite pour toi, Jimmy? Est-ce que tu as des projets en cours ou... Dis-nous tout. Un court-métrage qui parle encore plus ou moins du bagne, qui est encore plus ou moins fantastique, comme le Loup-Brou. D'accord. Le bagne, c'est parce que tu avais de la famille qui était des bagnards? Alors, j'ai de la famille qui est bagnard, mais je sais pas, j'ai pas encore trouvé leur trace, je sais pas où ils ont été. D'accord. Donc, je prends un peu cette base souvent pour mes courts-métrages. Et puis surtout le fantastique, parce que je suis quand même un ancien du Sci-Fi Club. Oui. Et j'aime particulièrement le fantastique. Dernière question, Jimmy, si tu avais un... Ah non, avant-dernière question, pardon. Donc justement, en Nouvelle-Calédonie, donc j'imagine qu'il faut se diversifier. Toi, tu réalises pas que des courts-métrages. Des documentaires, oui. J'ai fait... Tu interviens dans des établissements scolaires aussi? Voilà, oui. Je suis intervenant scolaire dans les centres de loisirs, les maisons de quartier, les établissements scolaires.
Donc j'apprends aux enfants à réaliser des courts-métrages et à avoir une lecture de l'image aussi. Oui, c'est important. Donc justement là, on embraye sur la dernière question. Si tu avais un message à faire passer justement à ces jeunes qui sont intéressés de faire de la réalisation, de devenir réalisateur, toi tu leur dirais quoi? Alors premièrement, de faire des études. Donc il faut qu'ils partent? Oui. Deuxièmement, avant de faire des études, se faire une expérience personnelle, par exemple avec leur smartphone. Et puis troisièmement, essayer de savoir, ça se perd avec les nouvelles générations, mais essayer de savoir ce qui a été fait avant pour voir de quoi on est la continuité aujourd'hui, de quoi on peut parler. Voilà, apprendre ce qui a été fait avant en Calédonie comme en métropole ou dans le reste du monde au niveau de l'audiovisuel, du cinéma. Avoir une culture cinéma, quoi. Oui, c'est important. En tout cas, merci Jamie d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Et puis, bonne continuation à toi pour la suite de tes projets. Merci. Et puis, peut-être que je te retrouverai dans une prochaine émission. Avec plaisir. Alors, il y a beaucoup de films documentaires inspirants qui nous permettent de réfléchir ou nous amènent à évoluer personnellement. C'est ce que l'on va découvrir avec Mathieu dans votre chronique L'Infodoc. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Stéphanie et bonsoir à vous chers téléspectateurs. Comment vas-tu? Écoute, ça va toujours bien. De quoi vas-tu nous parler ce soir? Eh bien, ce soir, je vais vous parler du premier épisode d'une série de 4 reportages baptisés « Les éclaireurs de la guérison ». Alors, le concept de cette série, finalement, c'est de nous présenter quelques-unes des révolutions les plus spectaculaires constatées récemment dans le domaine de la santé grâce à l'ingéniosité et à la persévérance de la recherche médicale. Donc, le premier épisode dont on va parler ce soir s'intitule « Réparer le cœur ». Il a été écrit et réalisé par Sandy Kenya et Tatiana Vincent. Alors, et si demain une défaillance cardiaque n'était plus une fatalité? Alors là, ça changerait un petit peu toute la donne. 3 chercheurs visionnaires se sont lancés sur la voie de l'innovation pour réparer les cœurs. Alors tout d'abord, il y a Angela Maas, une cardio-féministe hollandaise qui s'engage à soigner les cœurs des femmes. Alain Cribillet, l'inventeur des valves révolutionnaires qui a permis d'opérer les cœurs sans chirurgie lourde. Et enfin, le dernier, Alain Carpentier, créateur d'un cœur totalement artificiel. Ces super-héros finalement de la médecine redonnent espoir à des millions de patients dans le monde. Je vous propose qu'on regarde un extrait et on réagit juste après. Quand le cœur s'arrête, c'est tout le corps qui cesse de fonctionner. Chaque année dans le monde, des millions de personnes meurent d'une défaillance cardiaque. Et si demain, cela n'était plus une fatalité? Comment mieux diagnostiquer pour mieux soigner et faire en sorte qu'aucun patient ne soit oublié? Comment opérer le cœur autrement, sans séquelles pour les malades? Comment redonner de l'espoir à ceux qui attendent une greffe grâce à une machine? Ce sont les défis que se sont fixés les femmes et les hommes qui réparent les cœurs. Suivons ces médecins et ces chercheurs sur la voie de l'innovation. Suivons les éclaireurs de la guérison. Je me définis comme une cardio-féministe. Je me bats aussi pour que les femmes deviennent des leaders. Pas seulement en cardiologie, mais dans le monde médical. J'ai connu tous les problèmes qu'on peut imaginer quand on veut innover, d'une façon générale, mais encore plus en médecine. C'est-à-dire que le concept d'innovation passe très mal. Si j'ai choisi d'être médecin, c'est parce que je voulais participer modestement au départ, mais au progrès médical. Alors voilà Stéphanie, moi j'ai décidé de faire un focus particulier sur le dernier docteur qu'on a vu là, qui s'appelle Alain Carpentier, qui est chirurgien cardiaque, qui grâce à l'alliance entre l'ingénierie et la recherche médicale a réussi la prouesse de mettre sur pied le premier cœur artificiel. Alors c'est assez incroyable. Il faut savoir que effectivement, il y a de plus en plus de demandes dans le monde, une demande croissante de cœur, beaucoup de donneurs
Enfin, non, beaucoup de demandes et pas assez de donneurs, justement. En Europe, il faut attendre jusqu'à 3 à 4 mois pour espérer en obtenir un, si vous avez la chance d'en obtenir un. Et encore, c'est en Europe, imaginez dans certains autres endroits du monde. Mais cela dépend aussi du groupe sanguin, de la taille du patient. Il y a plein de facteurs. Si le patient est costaud, vous n'allez pas lui mettre un petit cœur, hein, c'est pas possible. Alors, pour cet homme-là, du coup, ce docteur, ce chirurgien cardiologue, c'est le projet de toute une vie. Hein. Il avait déjà inventé dans les années 60 une valve cardiaque révolutionnaire faite avec des tissus d'animaux. Et alors, personne ne l'avait suivi à l'époque en France. Hein. Il était allé la réaliser, du coup, il l'avait fabriquée en Californie. Et quelques années plus tard, il travaillait à la construction du premier cœur artificiel entièrement implanté et autonome. Et cette fois-ci, il a rencontré un Français qui a cru. Et bien évidemment, cet homme, c'est Jean-Luc Lagardère, hein, le patron de EADS et de Matra, les Airbus, les missiles, tout ça, la haute technologie. Hein. Lagardère, du coup, va apporter finalement les fonds et les meilleurs ingénieurs aéronautiques, notamment ceux qui avaient conçu le Rafale. Peut-être qu'Emmanuel Macron pourra nous envoyer des cœurs la prochaine fois, il nous envoyer des Rafales. D'où le nom de le cœur Carmat, du coup, Car pour Carpentier et Mat pour l'entreprise Matra, qui a subventionné et qui a fait ses recherches. Mais il fonctionne comment ce cœur en fait? Alors ce cœur en fait, il fonctionne par batterie si tu veux. Voilà, vous avez une autonomie de 4-5 heures et vous avez une sorte de conduit qui est relié aux batteries qui sort de l'abdomen, c'est assez particulier. Il faut recharger. Il faut recharger, sinon effectivement ça s'arrête et c'est game over. Donc l'ultime réussite, ce sera quand ils arriveront à faire des recharges par induction. Ça changera toute la donne. Donc notre chirurgien Alain Carpentier a perfectionné son projet pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui, à la retraite, il a suivi l'évolution de son bébé, hein, ce cœur Carpat. Et bien sûr, avec la technologie d'il y a 30 ans, cela n'aurait pas été possible. C'est dans ce sens-là que c'est un visionnaire. Ça fait 30 ans qu'il travaille quand même dessus. Alors, c'est un aboutissement, la réalisation d'un rêve pour un homme de 87 ans. Il n'y a pas d'âge pour triompher. Du coup, le cœur Carmat a vu son œuvre obtenir l'autorisation de mise sur le marché en 2020 et il a été commercialisé sur la planète entière l'année suivante, en 2021. Le cœur Carmat a obtenu la certification européenne qui lui permet d'être commercialisé dans le monde entier depuis 2020, comme je vous le disais à l'instant. Depuis, des millions de vies peuvent être sauvées. Depuis, effectivement, ça peut révolutionner la médecine. Eh bien, merci à Mathieu, à toi. Eh bien, merci Stéphanie. Alors, à noter dans vos agendas que ce documentaire est à découvrir sur Calédonia le lundi 7 août dès 19h55. Enfin, ce soir, grâce à Quintas, vous saurez tout sur les coulisses du film culte de Steven Spielberg, Les Dents de la Mer, sorti en 1975, qui à l'époque d'ailleurs avait remporté 3 Oscars et bien d'autres prix. On en parle tout de suite dans votre rubrique L'envers du décor. Bande de petits pas frais, t'as mal et sérieux. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'envers du décor, nous allons parler du film qui a traumatisé toute une génération. Eh, dis bien, moi j'aime pas les films d'horreur, hein. Je vais faire des cauchemars après. Oh, petite nature. Non, c'est bon, j'ai menti, je vais gérer. Bon, c'est quoi ce fameux film qui a traumatisé tout le monde, là? Les Dents de la Mer. Oh, mais ça va! Ça fait plus peur maintenant! Les effets spéciaux, ils surdatent carrément. Ça se voit, c'est du faux. Ah ouais? Et si je te mets ça? Ouais, non, c'est bon cette musique, moi je mets même pas un orteil dans l'eau là. Le film Les Dents de la Mer est sorti en 1975, réalisé par Steven Spielberg et tiré d'un roman écrit par Peter Benchley. Faut vraiment être tordu pour écrire un livre comme ça, hein, mais encore plus pour en faire un film. Et au fait, le requin il est bien fou. Tu veux dire les requins? Figure-toi qu'ils ont essayé de dompter un requin pour le film, mais sans succès. Tu m'étonnes, l'engin, un requin blanc c'est pas Flipper le dauphin, hein. En fait, il y a eu 3 requins en tout, et effectivement, ils étaient faux. La réalisation du film a été très compliquée de par l'aspect technique et les conditions de tournage, puisque la totalité du film est tournée dans l'océan et non dans un bassin. Donc dès qu'un voilier passait, fallait recommencer encore et encore la même scène. Et je te parle même pas des bugs dans la motorisation des requins. Ah ouais, un peu galère. Du coup, ils ont mis des années à tourner ce film, non? À la base, il devait être dans la boîte en environ 55 jours. Mais sur 12 heures de tournage, seules 4 heures étaient exploitables. Donc ils ont augmenté à 157 jours et le budget est passé de 4 millions à 14 millions de dollars. Bel engin! Tonton Spielberg, il a dû faire pipi culotte là. Ah ça oui, ça a bien failli lui coûter sa carrière, puisque tout le monde parlait de son futur échec à Hollywood, mais finalement il a trouvé the solution, réduire l'apparition du requin et le remplacer par une caméra pour simuler son existence. Pouah, mais quel génie, fallait y penser n'empêche, hein. Eh oui, c'est la magie du cinéma. Et oui, au cinéma, tout est possible. En tout cas, c'est clair que ce film m'avait bien marqué à l'époque. Et la musique que vous entendez...
composé par John Williams, est d'ailleurs devenu un symbole sonore pour indiquer une menace. Ah, comme le temps passe vite lorsque l'on parle de cinéma, notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures.